À la une de l'actualité ce lundi 11 février 2019, au Mali, devant une foule de 60 000 personnes, des dirigeants religieux ont réclamé ce dimanche la fin de la malgouvernance et de la dépravation des mœurs. Présent à Addis Abeba pour le sommet de l'Union africaine, le multimilliardaire et philanthrope Bill Gates a estimé que la pauvreté n'est pas un obstacle à d'excellents soins de santé. Et puis au Venezuela, le leader de l'opposition Juan Guaido a accusé ceux qui bloquent l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays d'être presque des génocidaires. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le président rwandais Paul Kagame, qui a multiplié les initiatives durant son année à la tête de l'Union africaine, a passé le témoin ce dimanche à l'Égypte, poids lourd régional en quête d'influence sur le continent. C'était lors d'un sommet de l'organisation à Addis Abeba. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi prend officiellement le relais du chef de cérémonie de l'Union africaine lors du sommet de 2 jours à Addis Abeba. Sisi s'est adressé à la sécurité sur le continent dans son discours, tandis que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a félicité les gouvernements africains pour avoir maintenu des frontières, des portes et des cœurs ouverts aux millions de personnes dans le besoin. L'Égypte souhaite profiter de son année à la tête de l'Union africaine pour renforcer sa position sur le continent africain et ne pas être considéré comme un pays tourné uniquement vers le monde arabe. Après une présidence extrêmement active de Paul Kagame placée sous le sceau des réformes, son successeur devrait axer son action sur la sécurité, le maintien de la paix et la reconstruction post-conflit, des questions étroitement liées au thème de l'Union africaine choisi pour 2019, année des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées. Le président égyptien a également insisté sur l'importance de la lutte contre le terrorisme et a trouvé des solutions à ses racines. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est réjoui d'un vent d'espoir qui souffle sur l'Afrique après une série d'élections pacifiques en RDC, à Madagascar et au Mali, d'accords de paix au Soudan du Sud et en Centrafrique et de réconciliation. Malgré la quête d'influence de l'Égypte, les observateurs n'attendent toutefois pas de ce pays un mandat aussi actif que celui de Kagame, les grandes puissances étant généralement réticentes à une Union africaine trop forte ou trop intrusive. Présent au 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, le président ivoirien Alassane Ouattara, invité Afrique de RFI, est revenu pour la première fois sur la démission de Guillaume Soro à la présidence de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il s'est également prononcé sur l'acquittement de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale. Tout en refusant de commenter l'acquittement en première instance de l'ancien président Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale en janvier dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est interrogé sur la responsabilité des morts lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Aucune réaction de ma part. C'est un procès qui continue. Quelqu'un doit bien être responsable de ces 3000 morts. J'espère que la justice fera la lumière sur cela. C'est ce que les victimes demandent, a déclaré Alassane Ouattara lors d'une interview à Radio France Internationale depuis Addis Abeba, diffusée lundi. Nous continuons nos enquêtes pour savoir ceux qui sont responsables, a précisé Alassane Ouattara, qui a toutefois accordé en août une amnistie à quelques 800 Ivoiriens, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo, poursuivie ou condamnée dans le cadre de la crise ivoirienne. Le président a refuté toute pression de la Côte d'Ivoire sur la Cour pénale internationale dans le but de prolonger la détention ou le procès de Laurent Gbagbo. En ce qui concerne la démission de Guillaume Soro de son poste de président de l'Assemblée nationale, le président Alassane Ouattara a déclaré que c'est son choix, sa liberté. J'ai dit que tout le monde peut être candidat. Par conséquent, la Constitution l'autorise à le faire et il n'est pas question pour moi d'empêcher la candidature de qui que ce soit, comme certains ont tenté de le faire par le passé, a-t-il ajouté. Pour finir, Alassane Ouattara a affirmé qu'il souhaite que la présidentielle de 2020 se passe comme en 2015.
D'excellents soins de santé de base permettant de s'attaquer aux maladies les plus meurtrières en Afrique, plaide le multimilliardaire et philanthrope Bill Gates. En consacrant des sommes modestes à des problématiques prioritaires, on peut engranger des résultats phénoménaux, soutient Bill Gates dans un entretien avec l'AFP évoquant l'accès à certains vaccins, antibiotiques ou à des infrastructures de base. S'il y a un exemple de grande réussite dont l'humanité peut être fière, c'est ce qui s'est passé avec les soins de santé dans les pays pauvres, y compris les pays africains, au cours de ces 20 dernières années, et qui est tout à fait étonnant. Ils donnent plus d'argent, que ce soit 5%, 10% ou 15%, vous n'obtiendrez pas la totalité des 54 pays. Il y a beaucoup de ces pays qui dépendent des donateurs, et oui, avec le temps, nous devrions régler cela. Yes, over time, we should solve that. But the good news about health is that la bonne nouvelle au sujet de la santé, c'est qu'en dépensant des sommes modestes dans les domaines prioritaires, vous pouvez obtenir des bénéfices phénoménaux. Et donc, si vous êtes dans un pays pauvre, vous vous concentrez sur la distribution de ces vaccins, l'accouchement en toute sécurité pour les mères, la disponibilité des médicaments antibiotiques. Doing safe delivery for the mothers, having antibiotic drugs. Les sommes dépensées par les pays africains pour les soins de santé ont augmenté et l'effort pour mettre en place un système de soins de santé primaire de haute qualité, ça s'est également amélioré depuis 2000, de sorte que l'argent dépensé est mieux dépensé aujourd'hui et le Rwanda est juste un exemple fantastique de toutes ces choses, même si c'est encore assez pauvre. Il y a une façon de gérer ces bons thèmes de santé. Chacun doit jouer son rôle. Nous avons besoin de nouvelles données scientifiques. Nous avons besoin d'une nouvelle philanthropie. Nous avons besoin de gouvernants donateurs parce que le nombre de cas de VIH, par exemple, et de paludisme dépend entièrement de sa générosité. L'obtention du vaccin le plus cher dépend totalement de cela. Donc, ça ne va pas disparaître. Au Mali, des dirigeants religieux ont réclamé ce dimanche à Bamako la fin de la malgouvernance et de la dépravation des mœurs. Devant une foule de 60 000 personnes, ils ont également appelé au départ du Premier ministre, auquel ils reprochent notamment une approche laxiste de l'homosexualité, question taboue dans ce pays très majoritairement musulman. À l'appel de l'influent président du Haut Conseil islamique du Mali, l'imam Mahmoud Dicko, et du shérif de Nioro, Boye Haïdara, un dirigeant religieux musulman très respecté, les travées du stade du 26 mars, le plus grand de la capitale, Bamako, se sont remplies dès le début de la matinée de dimanche. En compagnie de plusieurs dizaines de milliers de partisans, Mahmoud Dicko a dénoncé la malgouvernance du gouvernement malien. Il a également demandé la démission immédiate du Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga, que les milieux religieux ont critiqué lors d'une récente controverse, née d'un projet de manuel scolaire d'éducation sexuelle, prônant une approche tolérante de la question de l'homosexualité. Le ministre qui est à la tête du gouvernement doit démissionner. Avant, ils se cachaient pour le faire. À présent, ils le font en flagrance. Il s'agit des homosexuels, lesbiennes et de toutes ces personnes maudites. Mais comment on peut imaginer que dans notre pays, que l'on dise que cela sera enseigné aux enfants dans les écoles? Non. Non. Tout cela doit s'arrêter obligatoirement dans le pays. Il n'y a plus de sécurité dans le pays. On aurait dit qu'il n'y a pas de président dans le pays. Né dans la région de Tombouctou et formé notamment en Arabie Saoudite, l'imam Dicko a été impliqué dans des efforts de médiation pour résoudre la crise née lorsque le nord du Mali était tombé aux mains des djihadistes en 2012. Pour son meeting, l'imam Dicko, qui entretient des relations en dents de scie avec le chef de l'État malien, a refusé l'aide financière de 50 millions de francs CFA proposée par le gouvernement, qui aurait selon lui vidé de sa substance le rassemblement, ses proches dénonçant une tentative de récupération. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé ce dimanche qu'il briguerait un 5e mandat lors de la présidentielle du 18 avril prochain, et ce, malgré des problèmes de santé qui l'ont considérablement affaibli.
Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir en Algérie depuis 2 décennies, a mis fin ce dimanche à des mois de spéculation en annonçant qu'il briguerait un 5e mandat en avril prochain. Systématiquement réélu au premier tour avec plus de 80% des voix, le chef de l'État, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle du 18 avril prochain, dans un message à la nation diffusé par l'agence officielle APS, sera le grandissime favori du scrutin. À moins d'un mois de la clôture officielle de candidature, le 3 mars à minuit, l'annonce met un terme aux spéculations, entretenues par le silence du président sur ses intentions, malgré les appels insistants de son camp depuis près d'1 an à ce qu'il se représente. Cette candidature semblait toutefois acquise depuis une semaine, la coalition des 4 partis qui le soutiennent l'ayant désigné le 2 février dernier comme leur candidat. S'il est élu, Abdelaziz Bouteflika assure qu'il mettra sur pied une conférence nationale inclusive dont l'objectif sera l'élaboration d'une plateforme politique, économique et sociale, voire de proposer un enrichissement de la Constitution, indique l'APS sans autre précision. Affaibli par les séquelles d'un AVC dont il a été victime en 2013, le chef de l'État algérien n'apparaît que rarement et ne s'exprime plus en public. Allons à présent au Venezuela où le leader de l'opposition, Juan Guaidó, a accusé ce dimanche ceux qui bloquent l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays d'être presque des génocidaires. Il avertit les forces armées que bloquer l'aide est un crime contre l'humanité. L'opposant Juan Guaidó, reconnu par une 50aine de pays comme président intérimaire du Venezuela, a averti ce dimanche les militaires qu'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire stockée en Colombie fait d'eux des quasi-génocidaires, car c'est un crime contre l'humanité. Plusieurs tonnes d'aliments et de médicaments envoyés des États-Unis sont stockés depuis jeudi dernier dans les entrepôts aménagés à Cúcuta, en Colombie, près du pont international de Tienditas, barré par des militaires vénézuéliens avec 2 conteneurs et une citerne. L'aide humanitaire n'est pas un nom. Elle a un visage, ce sont des familles, ce sont des noms qui nous interpellent. Je comprends qu'ils veulent bloquer cet élément parce que ça en fait des assassins. Ça les rend presque génocidaires. Nous parlons de manière très claire et décisive et nous donnons l'ordre aux forces armées de permettre l'entrée de l'aide humanitaire afin de sauver des vies au Venezuela. C'est à vous de ne pas continuer à vous ridiculiser en suivant les ordres de Miraflores, mais plutôt, comme cela a toujours existé, de sauver l'honneur des forces armées, d'affirmer la fierté de l'uniforme qui a libéré les nations. L'opposant Juan Guaidó a à nouveau appelé à une marche mardi, journée de la jeunesse en mémoire des morts lors de précédentes mobilisations et pour exiger l'entrée de l'aide humanitaire. Pour sa part, Nicolás Maduro a affirmé que l'urgence humanitaire est fabriquée depuis Washington pour intervenir au Venezuela. Le président socialiste qualifie l'envoi de l'aide de show politique et attribue la responsabilité de la pénurie d'aliments et de médicaments aux sanctions imposées par les États-Unis. On retrouve à présent Génial Afouda pour la revue de presse Afrique. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à chacun et à tous. La revue de presse Afrique de ce lundi nous emmènera au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Sénégal, qui sera d'ailleurs notre toute première destination. Présidentielle 2019, entre idée de boycott du scrutin et manœuvre avec les candidats, Maître Wade cultive le flou, écrit en manchette Sud Quotidien. La campagne ensanglantée par des accidents, peut-on lire à la une du quotidien Le Témoin, qui nous apprend également que des militants de PASTEF ont été arrêtés à Fatick. Macky Sall a appelé à voter pour la continuité du PSE lors de sa descente à Kolda et Sédhiou, nous informe Le Soleil. Autre escale, la Côte d'Ivoire, où le sursaut nous apprend qu'après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro se retrouve avec un os dans la gorge.
Le Jour Plus informe ses lecteurs que la résidence de Gbagbo à Gagnoa est interdite d'accès à Madame Gbagbo. 32e sommet de l'Union africaine, Fraternité Matin nous apprend que Ouattara présente son rapport sur l'agenda 2063 aujourd'hui. Direction le Togo. Le journal TM Togo Matin fait le point des perspectives économiques 2019. Réforme politique au Togo. On reste avec TM Togo Matin qui se demande si une nouvelle configuration de l'Assemblée nationale rassurerait. Puis au Burkina Faso, le journal Le Pays nous apprend que les leaders religieux et coutumiers prônent la paix suite au drame survenu à Yirgou. Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi succède à Kagame, écrit en titre le journal Sidouaya. Voilà, c'est sur cette note du Burkina Faso que prend fin cette revue de presse Afrique que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. À demain. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.